C'est juste drôle parce que dans ma tête, ça se déroule tellement fluide, tellement clair que ce que je veux dire, que ce que je vais connecter, et je deviens full motivé, tout primé pour venir devant la caméra là. Puis là, j'arrive et je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire? Hello les amis et bienvenue à cet épisode spécial de Reading with Robin, mais en français, comme je vais déjeuner, on va appeler ça petit déjeuner avec Robin. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé mon kit, j'ai comme mon kit français. Ça c'est le look antello français, antello francophone. On va voir comment ça se passe. Vous allez excuser un peu mes petites gaffes, mes petits bafouilles au niveau de la langue. Et parce qu'ici à Montréal, on est vraiment comme game, vous voyez, de juste lancer des petits mots random en anglais. Mais drôlement, il y a la tendance opposée de chercher des mots francophones pour des choses que, par exemple, en France, on va utiliser des mots anglophones. C'est rien de nouveau, mais je m'amuse à penser à ce genre de choses, des fois. Donc, par exemple, ici, donc, on dit la fin de semaine. Et en France, évidemment, on dit les week-ends. En France, les gens vont dire, s'ils vont aller faire une petite course, aller courir, je vais mettre mes running shoes, mes pompes, mes godasses, plein d'autres choses pour parler des baskets. Ici, les gens vont dire, je vais mettre mes espadrilles, que c'est tellement drôle de mot. J'imagine comme une petite chaussure toute fin, faite en paillettes. Colloquial, j'entends ça juste quand je vais travailler dans des écoles secondaires, comme les profs de danse, ils disent, c'est le temps de mettre vos espadrilles. J'étais un peu bouleversé quand j'ai entendu cette expression la première fois. Là, je suis mêlé aussi avec, c'est quoi québécois, c'est quoi français. Une autre chose drôle, je pense qu'en France, les gens disent « je vais t'envoyer un email ». Mais ici, on dit « courriel » avec la lettre L à la fin, parce qu'on prend « courrier », puis on change « R » pour « L » pour dire « courrier électronique ». Mais ça, en fait, j'ai aucune idée, je suis juste en train de comme... On prend un bol, un peu de céréales. Pourquoi un couteau? C'est pour couper la banane. Elle est un peu molle à cause de la chaleur accablante qu'on vit en ce moment à Montréal. On chiale tout le temps à cause de la météo. Ça, c'est la réalité de la condition humaine bourgeoise, ou ça qu'on appelle en anglais First World Problems. Mais c'est sûr que la météo est importante, puis il faut faire quelque chose pour l'environnement pour éviter de finir de défoncer le monde, mais je pense pas qu'on va réussir, malheureusement. On met la banane dans le céréales. Les céréales, en fait, c'est le symbole du déclin de l'espèce humaine, paradoxalement. Pour en savoir plus, je vais avoir un autre épisode de Reading with Robin, où on va voir comment les céréales ont marqué le collapse de tout qui était bon dans l'être humain. Je mets un peu de lait de soya, c'est comme ça, je vais avoir des gros seins. Fini, pas assez pour mon céréale. Mais ça, c'est une des merveilles du capitalisme. On a toujours plus de la même chose. Mais on sait qu'avoir plus de la même chose, ça peut être assez catastrophique. Si on a encore plus de la même chose, les choses vont pas nécessairement changer. C'est juste les gens qui sont riches vont être encore plus riches. Et tous les autres peuvent aller se faire foutre full raide. Et désolé, c'est pas amical pour les enfants cette émission-là, mais je pense pas que j'ai beaucoup d'enfants qui regardent ça. Alors la question est, est-ce que ça vaut la peine cet échange de notre dignité humaine pour un bon plat de céréales avec du lait de soya infiniment renouvelable? Qu'est-ce que vous en pensez? Si oui, écrivez oui, sinon écrivez non. C'est si simple. C'est comme ça qu'on va arriver à notre nouveau modèle de société réussie. J'adore dans les films quand ils montrent la pathologie des personnages en rapport à la nourriture, leur façon de manger. Je vais donner quelques exemples. Le grand réalisateur suédois Ingmar Bergman et un de ses chefs-d'œuvre, à mon avis, Cries and Whispers. C'est un magnifique film très simple, ça se passe pas mal dans une petite maison, dans un château. C'est l'histoire de 3 sœurs? 4 sœurs. Je pense que ce sont 3 sœurs. 3 sœurs. L'histoire en soi est simple. C'est ça que Bergman fait tellement bien, c'est montrer un peu la capacité cruelle et presque infinite de l'être humain de détruire l'autre de la façon la plus brutale qu'on peut imaginer. Et c'est tellement intéressant parce qu'on parle toujours de la Suède comme cette espèce de paradis progressiste, de belles idées pour l'humanité, mais dans toutes ces utopies, tous ces paradis, il y a toujours la sous-couche d'enfer, cette sous-couche derrière cette espèce d'image paradisiaque, bucolique champêtre de la Suède qui ont choisi d'une certaine manière de ne pas regarder. Voir comment à la base il y a cette haine, cette misanthropie profonde qui rentre à son point d'ébullition, mais toujours en respectant un peu la convention du
du langage. Et ça rend l'affaire encore plus violente parce que c'est toujours une destruction à travers les langages. C'est jamais une violence physique, c'est toujours une violence au niveau de la langue, une violence psychologique et c'est la chose la plus dévastatrice qu'on peut imaginer. Alors, je parlais des exemples de façon de manger quasi-pathologique ou pathologique. Il y a cette scène dans Cries and Whispers qui m'a beaucoup marqué la première fois que j'ai vu le film. Le film Liv Ullmann, qui était mariée avec Bergman. Puis elle est en train d'avoir une liaison amoureuse en affaires extramaritales avec le médecin qui vient voir la sœur. C'est super intéressant la façon de présenter le personnage du médecin, que c'est comme relativement un personnage secondaire, mais il n'y a pas beaucoup de personnages dans le film. C'est un film qui ça se passe pas mal dans un huis clos, la plupart des films. Il y a quelques scènes à l'extérieur, mais c'est tout dans un château opulent. C'est pour ça que j'ai pris cette beau calice. Belle calice? Beau calice. Either way, you get it. La façon dans laquelle il présente le personnage, c'est vraiment génial. Au début, il y a cette cliché un peu de la personne bienveillante, l'image classique d'un docteur dans cette région provençale. Puis Liv Ullmann invite le médecin pour rester souper avec eux. Et là, il y a une scène qui est juste magnifique. On voit la façon de manger. Le médecin qui est en train de pas mal ignorer l'affection, on va dire, du personnage de Liv Ullmann. C'est juste une manière compulsive d'introduire la nourriture, mais c'est tellement chargé psychologiquement. Puis la chose que je trouve toujours magnifique, c'est comment est-ce que ces idées performatives soient capturées par la caméra et qu'elles restent pour influencer nos perceptions culturelles. Oui, nos perceptions culturelles. Je sais pas si c'est tout le monde qui a ça, mais je sais que ça m'arrive des fois avoir juste cette compulsion de juste introduire la nourriture dans ma bouche. Surtout quand c'est des choses comme le raisin. Juste le prendre, le mettre dans ma bouche comme si je peux jamais être satisfait. Et ça parle, je pense, beaucoup aux concepts, aux notions, aux idées liées au désir qu'on trouve dans la psychanalyse de Jacques Lacan, surtout. Comme il y a des désirs insatiables, l'objet du désir est toujours inaccessible, par définition. Parce que le circuit du désir, en fait, c'est comme une énergie, une pulsion qui circule autour d'un vide. Dans le film de notre grand maître du cinéma, Luis Buñuel, Les fantômes de la liberté, où il y a cette scène, tout le monde est invité à la table pour un souper, mais la table est juste composée de toilettes, de chasses d'eau autour de la table, tout le monde est en train de chier à la table. Puis au bout d'un moment, un des invités demande « Est-ce que je peux aller dans la pièce ou je sais pas quoi, tout ?» Et elle part dans une petite pièce comme pour aller aux toilettes, mais les toilettes c'est en fait un lieu avec une petite table où il peut manger toute en intimité cachée comme s'il est en train de faire quelque chose interdit, pervers. Et cette scène, c'est comme, je pense, un des moments les plus beaux et presque importants du cinéma. Je veux dire ça juste comme ça. Bon, évidemment, il y a des films qui font leur focus complètement sur l'acte de manger, comme La Grande Bouffe, un grand bijou du cinéma français. Je ne sais même pas si le réalisateur est italien ou pas. C'est un autre grand film qui présente la nourriture d'une manière juste incroyable. C'est Peter Greenaway, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Si vous n'avez pas vu cette film, oh mon Dieu, quel chef-d'œuvre! Une orgie pour les sens, visuellement, auditivement, sensoriellement. Puis ça, je vais pas donner de spoiler si vous n'avez pas vu, mais moi j'aime bien finir mon bol de céréales avec une délicieuse gorgée de café. Ah, c'est bon. Bon. Avec la pandémie, on parle beaucoup de les choses qui sont essentielles. Puis un petit paradoxe là, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais au début de la pandémie, je me suis mis à commander plein de choses sur Amazon. Puis je sais qu'il faut comme boycotter cette compagnie et tout ça, mais café. Malheureusement, c'est très polluant. L'exportation du café, on va toujours se tromper. Il y a toujours une conséquence inattendue à nos actions. Oui, je lisais Foucault. Il parlait un peu de cette idée de continuité dans les idées. C'est eu le point de rupture où une société, une culture n'est pas capable de penser une chose comme il pensait avant. Il parlait d'une érosion extérieure qui menait à ces changements-là. Et ça, c'est par exemple la question des masques. On parlait de cette idée de cohérence, l'incapacité de penser à une chose comme on pensait avant. Tout a commencé avec une espèce de catastrophe dans la façon de présenter l'idée des masques. Tout le monde avait peur de crever. Alors pourtant, il y a un discours qui s'est installé au sujet des masques. Ils ont commencé depuis le début de cette affaire à dire que les masques n'étaient pas efficaces. Mais finalement, il est sorti que c'était juste comme une espèce de manœuvre pour éviter que les gens se lancent à acheter les masques en masse, comme les gens ils sont fait avec les PQ par exemple, et que ça mène à l'espèce de catastrophe qu'on a présentement.
J'appelle ça une catastrophe. Je constate que dans ma réalité, dans mon quartier quand je sors, je vois comme les conséquences de cette erreur-là. Tout était comme cadré dans le contexte de la protection de soi-même. Parce qu'on avait peur, donc il fallait se protéger, laver les mains comme compulsivement, pas toucher de choses, mais les travailleurs de santé devaient importer, donc il y avait une espèce de décalage là dans l'information. On revenait toujours à l'idée de la protection de soi-même. Mais en fait, la portée de masque, comme je pense pas mal tout le monde qui regarde ça, principalement devrait le savoir, la portée de masque, c'est pour protéger les autres plutôt. Mais le grand paradoxe, le grand enjeu, et là où ça devient symbolique, c'est que pour rendre ça hyper efficace, ça implique que tout le monde embarque dans cette action-là.